Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire Capture One Pro 9. Nous allons regarder ensemble les outils fondamentaux d'ajustement d'une image. C'est-à-dire que l'on va voir ensemble comment ajuster l'exposition, le contraste, la luminosité ou encore la gamme dynamique d'un fichier. On verra aussi comment fonctionnent les niveaux ainsi que les courbes. On va utiliser certains outils comme la clarté, le retrait de bruit ou la diminution de bruit. On va essayer de regarder aussi, si on a le temps, comment ajouter du grain ainsi que retirer ou diminuer l'effet de moiré que l'on peut retrouver sur certaines images. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Descaillets, je suis photographe et retoucheur. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site qui est quentindescaillets.com. Durant cette session qui va durer environ 60 minutes, je vais tâcher de répondre à toutes vos questions si vous deviez en avoir. Pour les poser, vous pouvez vous diriger vers le petit panneau qui se trouve à droite de votre écran. Il devrait y avoir un emplacement prévu pour poser vos questions. Si vous êtes sur un appareil Android ou iOS, vous devriez retrouver un point d'interrogation au bas de l'écran qui vous permettra lui aussi de poser vos questions. Notez que si certaines questions devaient être un petit peu trop techniques, je vous conseillerais peut-être de regarder directement avec le support Phase One, mais n'hésitez quand même pas à poser vos questions et j'y répondrai du mieux que possible. Je vous propose que l'on commence directement avec une session que j'ai déjà créée qui va nous permettre de travailler un petit peu sur les différents outils que l'on va regarder aujourd'hui. Ce n'était pas forcément au programme, mais on va quand même regarder ensemble les outils de base, comme les caractéristiques de base, ainsi que la balance des blancs. C'est des outils qui sont fondamentaux, et sauf erreur, on ne les avait pas couverts la dernière fois, et je pense que c'est quand même important de regarder comment les utiliser. La balance de blanc, on la repassera un petit peu, surtout la partie ton cher, durant le prochain webinaire, quand on va parler des couleurs. Mais aujourd'hui, nous allons surtout regarder comment ajuster la balance des blancs pour notre fichier. Mais avant cela, on va regarder juste le petit panneau qui se trouve en dessous, qui est caractéristiques de base. Alors, caractéristiques de base, normalement, il n'est pas dans le panneau d'exposition, et balance de blanc non plus d'ailleurs. Mais vous pouvez toujours ajouter un nouvel outil en faisant clic droit sur votre panneau et ajouter un outil. Comme vous le voyez, on a toute une liste d'outils et là-dedans, vous allez retrouver les deux que j'ai ajoutés ici. Si vous avez votre espace de travail, ils ne se trouveront pas là. Le profil ICC, normalement, est attribué automatiquement par Capture One et il fonctionne généralement bien. Les profils ICC sont créés par Phase One et sont pensés pour être utilisés sans avoir besoin de travailler avec les petites cibles de couleurs telles que ce que fait X-Rite avec les petits patchs de 16 couleurs différentes qui vous permettent normalement d'étalonner votre image. À moins que vous fassiez de la reproduction d'art et une précision plus que précise serait nécessaire, les profils ICC créés par Phase One sont faits pour éviter ce genre d'outils et donc vous devrez pouvoir vous en passer. A noter que certains fichiers, ou plutôt certains fichiers créés par des appareils, comme si je viens dans le Nikon D800E, on va voir que l'on a deux profils. Alors pourquoi il y en a deux? C'est simplement parce que Phase One a eu des retours utilisateurs et ils ont créé un second profil ICC, le générique V2, qui est venu compléter ou remplacer le générique, mais qui existe encore. Et ainsi, vous allez pouvoir utiliser soit l'un, soit l'autre, selon ce que vous préférez. Et c'est là la preuve que Phase One est quand même à l'écoute de ses utilisateurs et qu'il ne faut surtout pas hésiter à écrire à leur support s'il devait y avoir des questions ou des problèmes avec certaines manipulations. Donc comme je le disais, généralement les profils ICC proposés par défaut fonctionnent très bien. Il y en a certains qui peuvent être utilisés, qui sont dans les effets ou sous autres, qui pourraient être un petit peu plus particuliers. Un profil qui peut être intéressant, c'est le panchromatique, si vous souhaitez faire une conversion rapide en noir et blanc sans forcément avoir besoin de trafiquer, même si ça vous offrira pas le même degré de réglage que d'activer le noir et blanc dans l'outil qui est prévu pour. Si vous vous intéressez aux autres profils, j'ose imaginer que vous savez de quoi il s'agit et que une présentation n'est donc pas nécessaire. Pour aujourd'hui, on va garder le profil générique pour le boîtier qui est utilisé. Pour ce fichier-là, celui du 1DX, et en dessous, on va regarder les courbes. Les courbes, vous en avez plusieurs. La première, c'est Auto. Auto, ça va employer dans la plupart des cas, et sincèrement, j'ai encore jamais vu un seul Auto qui employait autre chose que ça, mais normalement, c'est film standard. Comme vous le voyez, si je clique dessus, on n'a aucun changement apparent. On a en dessous Linear Response, qui est en fait réponse linéaire en français. C'est quelque chose d'ailleurs, il faudrait que je regarde avec Phase One pour que ça soit changé. On va le mettre en français, histoire que tout soit en français. Donc le réponse linéaire, c'est en fait quelque chose, un rendu qui va être très neutre. Ceux qui font de la vidéo parmi vous,
savent un petit peu de quoi il s'agit, c'est-à-dire que souvent, en faisant de la vidéo, on aura tendance à shooter avec un profil très neutre, de manière à pouvoir ensuite le travailler au maximum en post-production. Et c'est un petit peu ce que fait la réponse linéaire, c'est-à-dire que vous avez un fichier qui est très neutre, très plat, et que vous allez pouvoir pousser autant que vous voulez en post-production. Le Extra Shadow, ça va simplement vous permettre d'avoir un petit peu plus de détails dans les ombres, et à l'inverse, le High Contrast va booster un petit peu le contraste et par la même occasion augmenter un petit peu la saturation de votre image. Dans la majorité des cas, le auto suffit amplement. À noter par contre que si vous employez un boîtier Nikon, comme pour cette image-là, vous aurez d'autres profils qui ne sont pas disponibles pour du Canon. Et si vous employez par exemple du Phase One, vous aurez encore d'autres profils, enfin d'autres courbes qui ne sont pas disponibles avec du Nikon. Si vous faites du portrait, vous avez par exemple un profil qui est pensé pour le portrait et qui va changer un petit peu la réponse standard du film standard. C'est un petit peu tout ce que je vais vous montrer par rapport aux caractéristiques de base et on va donc passer en dessous à la balance de blanc. Le premier fichier était parfait pour vous montrer la balance de blanc parce qu'elle est effectivement pas très joyeuse. On a quelque chose qui se rapproche presque, pas d'un tungstène mais plutôt d'un fluorescent. On a effectivement là une balance de blanc à 7300 Kelvin alors que on a quelque chose qui a été créé avec des flashs et qui devrait donc se rapprocher de la lumière du jour. A noter que la partie, le petit bouton automatique, donc que l'on peut employer ici soit en mode auto, soit en cliquant sur auto ici, va nous permettre d'avoir une balance des blancs qui est relativement correcte. C'est très rare que la balance des blancs automatique de Capture One ne marche pas, à moins que vous ayez vraiment un fichier très particulier avec un rendu de couleur très bizarre. Ce qui est des fois le cas par exemple pour des soirées d'entreprise ou soirées de mariage où on a des choses qui sont très bizarres en termes d'éclairage. Si vous souhaitez échantillonner une zone grise ou blanche ou noire, vous pouvez employer la petite pipette qui est aussi accessible à l'aide de la touche du clavier W, comme on le voit quand on survole. On a le petit affichage qui nous indique le W, c'est la touche du clavier. En venant sur le fond, on a une balance des blancs qui se fait en fonction de cela. Petit problème, c'est que ce studio avait un store légèrement orangé et que donc on n'a pas une balance des blancs qui est parfaite. On voit que ça tire sur le vert et que c'est un petit peu plus chaud que la balance automatique. On va donc laisser la balance automatique et on va passer à la suite. En dessous, on se retrouve avec un outil qui est l'outil exposition. Alors l'outil exposition va permettre plusieurs choses, entre autres d'ajuster donc l'exposition, mais aussi le contraste, la luminosité et la saturation de notre image. L'ajustement de l'exposition est différent de celui de la luminosité. Et là, souvent, il y a un petit peu soit débat entre certaines personnes qui ne comprennent pas ce que sont ces sliders ou ces curseurs, ou alors des gens qui ne comprennent simplement et purement pas de quoi il s'agit. Exposition, en fait, va ajuster l'exposition de votre image. C'est un petit peu l'équivalent. Alors, si on a cette image-là, par exemple, qui est shootée à f11, si on augmentait ici de 1 stop, on pourrait entre guillemets, imaginez que c'est l'équivalent de la même image, mais shootée à f8 ou alors à ISO 200. C'est, je dis bien en théorie, dans le sens où en pratique, il y a peut-être une légère différence. Et surtout, la qualité d'image ne sera pas forcément la même, dans le sens où on va essayer de pousser un fichier qui a déjà été pris. Il vaut mieux l'avoir juste dans l'appareil et ajuster le minimum après en post-production. Toutefois, c'est donc un petit peu le principe du slider d'exposition, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'ajuster l'exposition de notre fichier comme si on changeait l'exposition sur notre appareil. Le curseur luminosité, lui, fonctionne de manière légèrement différente, c'est-à-dire que si on le pousse un petit peu vers le haut, ça va faire comme ce que je suis en train de faire là, comme si on poussait les tons moyens de notre courbe vers le haut, et si on le tire vers la gauche, c'est comme si on poussait notre courbe vers le bas, mais vraiment au niveau des tons moyens. D'ailleurs, si j'essaye de le faire maintenant, vous voyez que ça se rapproche passablement. Si jamais, petite astuce, pour remettre à zéro un outil, vous pouvez simplement double-cliquer sur le rectangle et ça va vous permettre de remettre à zéro le curseur, enfin à zéro ou à la valeur par défaut. Donc les deux sont quand même relativement différents et à ne pas forcément employer dans le même genre de situation. Dans le sens où l'exposition va vous bouger tout votre histogramme de gauche et de droite, alors que la luminosité va plus jouer sur la partie qui se trouve au centre. Et d'ailleurs, la luminosité ne marchera pas forcément bien sur tous les fichiers, si vous avez un fichier qui est sous-exposé, surexposé, et ça va peut-être pas bouger grand chose au final.
Sur ce fichier-là, l'exposition et la luminosité, je ne vais pas forcément les employer. On va voir par la suite qu'on pourra utiliser d'autres sliders qui vont peut-être permettre de déboucher légèrement les zones sombres qui sont un petit peu trop sombres, mais sans avoir besoin d'ajuster l'exposition et ainsi permettre de garder une meilleure qualité de fichier. Le contraste qui se trouve juste en dessous de l'exposition, alors dans Capture One Pro 9, et c'est là un des changements, donc je vous en parlais au début par rapport à Capture One 8, il y a eu un changement dans le sens où ça va beaucoup moins toucher les couleurs. Dans Capture One 8, c'est un petit peu comme dans Lightroom, quand vous bougez votre slider de contraste, vous avez énormément de changements de saturation. Vous avez des teintes qui peuvent apparaître ou sembler un petit peu bizarres, vous aurez un petit ajout de saturation, un petit peu comme si vous deviez bouger une courbe RVB vers le haut ou vers le bas. Mais par contre, en bougeant le slider contraste, on va voir que la saturation, elle reste plus ou moins la même. Ça va vraiment jouer sur la partie luminosité de l'image et pas sur la partie couleur. Et ça, c'est un avantage dans le sens où vous allez pouvoir gérer indépendamment la luminosité de la saturation. Et c'était souvent, du moins à mes yeux, un problème avec le contraste, c'est que quand on changeait le contraste avec ce slider-là, on se retrouvait avec des gros soucis de saturation. Enfin, en dessous, on a le slider saturation, d'ailleurs, comme on en parle par le contraste. Alors, une première chose simplement par rapport à Lightroom, si vous cherchez le slider, sauf erreur de s'appeler Vibrance, il n'existe pas dans Capture One et c'est entre guillemets remplacé par le slider saturation. Le slider saturation va vous permettre en fait d'ajuster donc la saturation de l'image, mais ça va pas forcément pousser trop les couleurs qui sont déjà très poussées. Alors sur cette image là, c'est peut-être pas un bon exemple, mais si je prends celle-ci où on a un hélicoptère qui est déjà très rouge et le reste qui est pas forcément désaturé, mais qui est pas très saturé en comparaison, si je pousse mon slider vers la droite pour augmenter la saturation, on voit que nos deux modèles deviennent très très jaunes. Par contre, l'hélicoptère, en termes de saturation, ça n'a pas forcément énormément changé. Alors oui, André, par slider, j'entends curseur. Désolé, c'est de l'anglicisme, mais effectivement, curseur, slider, la même chose. Donc en bougeant le curseur ou le slider saturation, on se retrouve avec un changement sur les zones qui sont un petit peu moins saturées et les zones qui sont très saturées qui ne bougent pas forcément. On verra dans le prochain webinaire, sauf erreur, qui aura lieu le 30 juin. On verra un petit peu plus en détail les ajustements de couleurs et on va voir que l'on pourra quand même pousser les couleurs qui sont très saturées encore plus. C'est pas forcément malin si vous faites de l'impression, mais selon les effets artistiques recherchés, ça peut avoir son utilité. De nouveau, donc si les petites astuces que je vous disais tout à l'heure, si vous bougez un slider et que vous voulez voir l'avant-après, alors là c'est très flagrant. Si vous cliquez simplement sur le petit nom de l'outil que vous venez d'ajuster, en cliquant dessus, vous avez l'avant et en le relâchant, vous avez l'après. En double-cliquant donc sur le petit rectangle, ça va le remettre à 0. Et là encore, vous avez donc comme tout à l'heure pour la balance des blancs, le petit outil auto qui par contre, dans cet outil-là, pour l'exposition, va changer uniquement exposition et qui ne va pas changer tout le reste. Si vous voulez changer aussi contraste, luminosité et saturation de manière automatique, il va falloir vous rendre dans le petit bouton A qui se trouve ici, au sommet à droite de l'écran, et en cliquant dessus, ça va ajuster automatiquement. À noter par contre que là, comme vous le voyez, donc ça a ajusté d'autres choses, entre autres le High Dynamic Range que l'on va voir tout de suite aussi, parce que simplement, si vous cliquez sur la petite coche qui se trouve à côté, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont déjà activées. Si vous le désactivez, vous pourrez éviter que ça s'ajuste aussi automatiquement. Pour remettre à 0 une image, si jamais petit raccourci clavier, commande ou CTRL R, et ça va remettre à 0 tous les paramètres de l'image. On va donc passer au High Dynamic Range ou HDR, traduction française un petit peu compliquée, le HDR on le dit aussi. Le HDR, donc pas forcément à mélanger avec les espèces d'horreurs de photos de paysage que l'on peut voir avec des halos de gauche et de droite, après vous me direz que c'est personnel, mais ça va plutôt nous permettre d'augmenter la gamme dynamique de notre image en récupérant des informations dans les tons clairs ou dans les ombres. Alors si vous êtes habitué à Lightroom, vous avez certainement l'habitude d'avoir un petit curseur que l'on peut pousser à gauche ou à droite pour les hautes lumières et pour les tons sombres, et normalement il y en a 4 et pas 2. Vous auriez à voir, sauf erreur, les tons clairs, les blancs, les noirs et les ombres, alors que dans Capture One, on va se retrouver avec haute lumière et ombre. Alors, normalement ça devrait vous suffire, parce qu'on va voir par la suite, on peut utiliser les niveaux et les courbes en complément, afin d'avoir quelque chose d'encore plus précis et qui soit peut-être pas forcément plus correct, mais encore plus simple à gérer. Donc le HDR va vraiment nous permettre de récupérer les informations et ça se limite à ça. C'est pas pour
augmenter le contraste, c'est vraiment pour récupérer des infos. Comme vous le voyez sur ce fichier, j'ai peu d'informations à première vue dans les tons les plus clairs de l'image. D'ailleurs, on le voit, l'histogramme ici est énormément poussé à droite. Les bleus sont carrément, ils sont presque brûlés. Heureusement, les capteurs Canon ont un grand avantage, c'est qu'ils gardent énormément d'informations dans les tons clairs, un petit peu moins dans les ombres par rapport à du Nikon, mais c'est très pratique, on peut récupérer, comme ici, passablement d'informations à l'aide du curseur haute lumière. Alors là c'est un petit peu extrême, je le pousse à 100, je le fais rarement, mais sur cette image ça s'y prête bien, et en plus on voit qu'on a passablement d'informations qui restent. Les ombres, ça fait la même chose. Sur un fichier Canon, par contre, j'ai remarqué que surtout sur du 5DS, on a tendance à avoir un petit peu de bruit qui apparaît, et sur du Nikon, on le verra un petit peu moins. Donc pensez, lorsque vous exposez vos fichiers, avec Canon de surexposer et Nikon de sous-exposer légèrement, c'est peut-être bien pour éviter d'avoir du bruit et de garder un maximum d'infos. Avec les ombres et les hautes lumières, donc on peut récupérer un maximum d'infos sur nos images et ça va nous permettre d'étendre un petit peu la gamme sans avoir à changer, sans forcément avoir besoin de faire des ajustements locaux et sans avoir à modifier l'exposition, la luminosité comme on l'a vu tout à l'heure qui changerait toute l'image et pas juste certaines zones de luminosité. Donc vous le voyez l'avant-après, si je remets à 100 et que je reviens à ce que l'on avait tout à l'heure, on a quand même passablement d'informations récupérées, et en termes de couleur aussi, il y a une récupération qui est pas si mauvaise que ça. Ensuite, on va descendre un petit peu, et on va se retrouver avec les niveaux. Les niveaux, c'est, si vous avez l'habitude de Photoshop, je pense que vous devriez les connaître. Dans Lightroom, sauf erreur, vous les avez pas, il devrait y avoir que la courbe. Toutefois, ça peut s'avérer très pratique. On a des fois, comme on le voit ici, on a une petite marge sur la droite et sur la gauche, donc dans les tons foncés, dans les ombres et dans les tons les plus clairs de notre image. On peut éventuellement réduire un petit peu cette plage pour avoir des tons clairs qui sont encore plus clairs et des tons foncés qui sont vraiment noirs. Si je le pousse légèrement ici et que l'autre je le ramène aussi un petit peu, ça va nous permettre d'avoir des tons foncés qui sont noirs purs. Après, dans cette image-là, c'est peut-être pas un bon exemple, dans le sens où les cheveux, j'aimerais avoir un petit peu de détail, et il faudrait peut-être les pousser un petit peu moins que ça, en laissant de la marge. Et les tons clairs, on va garder un petit peu la neige blanche quand même, vu qu'on l'a récupéré tout à l'heure avec l'outil HDR. Je vais donc le récupérer aussi légèrement, mais en poussant un petit peu pour garder une dynamique qui me plaît un petit peu plus. L'idée en fait c'est simplement que la partie haute, donc les trois petits points qui se trouvent en haut, correspondent aux points fixes qui se trouvent sur votre histogramme de sortie. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais en fait c'est pas si compliqué. La partie donc en dessous, où on a ajusté, c'est-à-dire que par exemple le 4, on lui dit simplement ce qui se trouve, donc la partie que l'on a bougé à droite, c'est le nouveau point de sortie pour le point noir. Et la partie qui se trouve tout à droite, c'est l'inverse, c'est pour le blanc, c'est le point de sortie du blanc. Et d'ailleurs, si je bouge, donc vous allez voir, ça c'est l'histogramme donc vraiment du fichier de sortie, celui qui se trouve après le traitement, celui que vous aurez au moment de l'export. Donc si vous exportez votre fichier et que vous l'ouvrez dans Photoshop, vous devriez avoir cet histogramme-là et pas celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment celui du fichier que vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire que si je pousse un petit peu mon point blanc sur la gauche, on va voir qu'ici, il n'est pas le même que là. En fait, il correspond au bas et pas au haut. La partie centrale va nous permettre d'ajuster légèrement le contraste. À noter que, contrairement au slider ou curseur contraste que l'on avait ici, le curseur que l'on a ici va légèrement changer la saturation. Donc ça va la booster légèrement en poussant vers la droite, et ça va enlever du contraste et enlever un petit peu de saturation en le poussant vers la gauche. Cela pour une simple et bonne raison que l'on est sur une couche RVB, pas sur une couche luminosité, que l'on pourra retrouver d'ailleurs dans la courbe tout à l'heure. Donc en touchant le RVB, on va aussi changer un petit peu la saturation de notre image, et c'est quelque chose à garder en tête pour éviter d'avoir des surprises. À noter, là encore, on a un petit bouton automatique qui va nous permettre en fait d'ajuster automatiquement le point blanc et le point noir de notre image. C'est-à-dire qu'en appuyant sur Auto, ça va étalonner automatiquement. Alors là, ça l'a fait d'une manière en le changeant sur les couches RVB, simplement parce que moi je l'ai paramétré de cette manière-là. Mais vous pouvez vous rendre dans Capture One 9, Préférences, et normalement, sous Exposition, vous devriez avoir un mode canal. Mode canal, donc vous avez canal RVB et canal rouge, vert, bleu. Alors en soi, vous me direz, ça veut dire un petit peu pareil. Simplement que ça correspond au label que vous avez ici, au petit libellé. Donc le RVB qui est le premier, et rouge, vert et bleu qui sont les trois suivants. Comme vous l'avez vu, donc moi,
avec le rouge, vert et bleu, actuellement, ça a changé dans chacun des canals, le point blanc et le point noir. Si je le mets sur canal RVB et que je réinitialise mon outil, en appuyant sur Auto, ça va changer sur le canal RVB, le faire automatiquement. À noter encore que dans les préférences, vous pouvez changer le niveau automatique. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un point noir encore plus noir, vous pouvez très bien augmenter le pourcentage. Si par exemple je passe le pourcentage à 5 pour les deux, vous allez voir que le contraste est encore plus marqué. En appuyant sur Auto, on voit que ça le pousse encore plus. Alors ajustez-le comme vous le souhaitez. Ça peut être un outil pratique à utiliser si vous savez que vous avez des images où généralement vous avez de la marge de gauche et de droite. Je vais le remettre par défaut et ainsi on va pouvoir avoir donc ce que l'on avait à la base. On a donc aussi les trois petits onglets, donc rouge, vert et bleu, qui vont nous permettre, entre autres, donc si on les ajuste les trois, les points blancs et les points noirs, d'avoir la même chose, d'avoir un étalonnage de la luminosité qui est plus ou moins correct. Par contre, ça va aussi nous permettre de faire des ajustements de couleurs. Alors, dans Capture One 9, ça n'a plus vraiment d'intérêt, dans le sens où les ajustements de couleurs, on aura tendance à plutôt employer le petit outil qui se trouve juste ici, balance des couleurs, qui va nous permettre de faire des traitements de couleurs. Mais ça sera le sujet du 30 juin. Néanmoins, on a encore cette option-là d'ajuster donc les couleurs via les niveaux. C'est-à-dire si par exemple on souhaite rajouter du bleu dans les ombres, on pourrait très bien prendre notre slider et simplement rajouter un petit peu de bleu en ayant un petit peu plus de jaune à l'inverse dans les tons les plus clairs. C'est un petit peu fort pour que vous puissiez quand même le voir sur vos écrans malgré la compression web, mais l'idée est là, c'est simplement vous pouvez ajuster vos couleurs grâce à ça. C'est pas très pratique, c'est pas très visuel non plus, et vous le verrez la prochaine fois que l'outil balance de couleurs est nettement plus facile à utiliser et est vraiment très visuel et va nous permettre de travailler très rapidement sur nos images, beaucoup plus que de devoir passer d'un onglet à un autre et plus ou moins deviner ce que l'on doit faire. Les niveaux, en général, simplement, le bouton automatique fonctionne très bien si vous avez paramétré vos pourcentages correctement. Et même sur la plupart des images, si la prise de vue est bonne, vous ne devriez presque pas avoir besoin de l'utiliser. Pardon. Enfin, en dessous, on a le petit panneau courbe. Alors, panneau courbe, on a, comme tout à l'heure, RVB, on a en plus de ça le Luma, et enfin, on a rouge, vert et bleu. RVB, donc, on va pouvoir ajuster la luminosité de manière globale sur notre image, c'est-à-dire qu'on a notre point noir ici, et on a notre point blanc ici, et ça fonctionne de nouveau du même principe que dans Photoshop. Les tons moyens sont au milieu, donc si l'on tire vers le bas la courbe, on va simplement pouvoir réduire les tons clairs de manière relativement simple, ou alors à l'inverse, tirer vers la gauche et ça va nous permettre de les augmenter. Pour le point noir, c'est l'inverse, donc en les montant, on va pouvoir augmenter la densité, ou plutôt la diminuer, et en tirant vers la droite, on va pouvoir l'augmenter. Là encore, comme pour les niveaux, comme on est sur du RVB, ça va aussi changer la saturation. Donc attention, la saturation, elle va bouger, et suivant ce que vous faites, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Comme vous l'avez vu, si je devais vouloir augmenter la densité de mes noirs en le poussant, on a quand même du bleu qui apparaît un petit peu partout, et c'est pas forcément très agréable à l'œil. Par contre, on a un outil qui est très pratique, c'est la courbe Luma, qui va nous permettre d'ajuster notre contraste et nos luminosités sans toucher à la saturation. Si, admettons, je souhaite rajouter du contraste, je pourrais faire une courbe en S, donc tirer un petit peu la partie des ombres et pousser légèrement les tons plus clairs. Et comme vous le voyez, ça rajoute un petit peu de contraste, mais on n'a pas une saturation qui est bougée. Je vais faire une duplication de ma variante pour vous montrer la différence entre les deux. Donc on va annuler le Luma, créer la même chose pour du RVB, et vous allez voir que la différence est relativement flagrante. En affichant les deux, on voit donc, on va enlever le navigateur et les outils. Celle qui se trouve à droite est donc celle qui a été changée avec la courbe RVB, et celle qui se trouve à gauche avec la courbe Luma. Alors, après c'est une question de goût personnel, mais celle de droite a beaucoup plus de saturation, et celle de gauche beaucoup moins. L'avantage de celle de gauche, c'est que vous allez pouvoir par la suite l'ajuster comme vous le voulez avec l'éditeur de couleurs, donc par exemple la balance de couleurs, ou alors l'éditeur de couleurs, l'outil en soi, et ajuster vraiment chaque couleur séparément, et pouvoir avoir le rendu que vous souhaitez à la fin. Et plutôt que de devoir enlever des couleurs, vous allez simplement les rajouter. A l'inverse, en ajoutant la couche RVB, vous allez faire simplement de retirer des couleurs à l'aide des outils de gestion de couleurs. C'est un choix personnel.
après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais sachez que la courbe Luma peut avoir son utilité pour éviter de trop toucher à la saturation sur un fichier lorsque vous ajoutez du contraste, ou alors, à l'inverse, lorsque vous en enlevez. On va se rendre juste en dessous sur l'outil clarté. Alors l'outil clarté fonctionne de manière très similaire à celle de Lightroom, mais légèrement différente aussi. À la place d'avoir un seul slider qui est le curseur clarté, on a aussi structure et on a aussi un mode que l'on va pouvoir choisir. Alors le mode que l'on va pouvoir choisir, ça va simplement nous permettre d'ajuster un petit peu la puissance et la manière avec laquelle la clarté est appliquée. Si j'augmente la clarté sur mon fichier, par exemple que je le pousse à 20, on va voir qu'on a quand même une différence par rapport à tout à l'heure. Donc en appuyant sur Alt et sur le petit bouton, on a l'avant-après, on voit qu'effectivement ça change. On a un léger halo, peut-être que vous le voyez même pas avec la compression web, tout autour de notre modèle, mais il reste relativement léger. On a ensuite le puissant, qui lui va augmenter un petit peu ce contraste ajouté, mais qui va aussi changer légèrement la saturation. On a aussi le neutre, qui lui reste très neutre au terme de saturation, mais qui reste quand même assez marqué. Et enfin, on a le classique, qui est plus ou moins ce qui se retrouvait dans Capture One 6, sauf erreur, et qui devrait aussi se retrouver plus ou moins dans Lightroom. Et là, c'est quelque chose d'un petit peu plus fort, on va dire, surtout sur des zones où on a beaucoup de détails, comme ici dans la tenue. Le naturel reste beaucoup plus soft. En ajustant donc la clarté à droite, ça va permettre d'augmenter le contraste local et donc d'avoir un effet un petit peu plus tridimensionnel. À l'inverse, si vous le poussez vers la gauche, vous allez rendre l'image un petit peu plus douce. Certains le font sur la peau si vous voulez enlever des imperfections. C'est pas forcément la méthode employée, mais ça peut être une solution. À noter que si vous souhaitez le faire, ça sera peut-être mieux d'utiliser les ajustements locaux. Et on va pouvoir d'ailleurs dans l'ajustement local ajouter une clarté négative afin de légèrement adoucir la texture de la peau. En dessous, on a la structure. Alors la structure, ça va nous permettre plusieurs choses, notamment d'ajouter une sorte de netteté ou d'accentuer la netteté, mais ça va aussi nous permettre de changer le rayon sur lequel la clarté est employée en fait. En augmentant légèrement, on voit qu'on a une espèce d'ajout de netteté. Et en le diminuant, ça va enlever un petit peu cette netteté, dans le sens où simplement la clarté par défaut rajoute un micro-contraste un petit peu plus marqué et donnera une impression de netteté renforcée. Donc en diminuant la structure, ça va prendre un rayon plus large et l'effet de netteté va être un peu plus global, dans le sens où peut-être ça pourra rajouter un petit peu de luminosité dans les cheveux. C'est quelque chose qui peut être utile d'ailleurs si on emploie de nouveau les ajustements locaux sur les cheveux pour renforcer les reflets. Donc à employer avec bon sens la structure, sinon vous risquez de vous retrouver avec des fichiers qui peuvent paraître un petit peu doux, voire même pas piqués du tout en sortie, mais ça peut être très pratique aussi si vous faites de l'architecture pour faire ressortir des textures sur un fond. Si je prends par exemple cette dernière image et que j'augmente ma structure, on va voir que l'on a sur les zones qui sont nettes vraiment une impression d'augmentation de la netteté et on voit beaucoup mieux la structure. Sur de l'architecture, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. J'ai malheureusement pas de photo d'architecture, j'en fais pas, mais le rendu est vraiment très différent et c'est un outil qui s'avère très pratique plus que la netteté. La netteté va s'appliquer sur toute l'image, alors que la structure va employer le micro-contraste et du coup, on va pas avoir les zones qui sont floues en guillemets ou qui sont pas dans la zone de netteté ne vont pas être touchées. Donc ça peut s'avérer un petit peu plus pratique que l'ajout d'accentuation. Enfin, le dernier outil que l'on a dans notre petit panneau d'exposition, c'est le vignettage. Alors là, absolument rien de compliqué. On peut changer la valeur, donc en allant vers du positif, on va avoir une vignette qui tire vers du blanc, et en négatif, une vignette qui va assombrir notre tour. Et enfin, vous avez le choix entre un cadrage en ellipse, circulaire ou circulaire. C'est les trois options que vous avez, et bien entendu, vous pouvez aussi les créer avec des ajustements locaux, mais là encore, ce sera le sujet des ajustements locaux qui seront un webinaire à part entière. On va encore regarder ensemble l'accentuation et la réduction de bruit. N'hésitez pas encore, comme je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions, je sais qu'en général les questions arrivent dans les 5 dernières minutes et qu'on n'a pas toujours le temps d'y répondre. Donc si vous devez avoir des questions, même si ça concerne des prochains webinaires, n'hésitez pas à les poser et comme ça je pourrai aussi vous y répondre lors des prochains webinaires en les préparant. Alors, pour la réduction du bruit et l'accentuation.
L'accentuation, donc, c'est en fait l'ajout de netteté. La valeur va vous permettre, en fait, on travaille donc avec les trois, la valeur, le rayon et le seuil. Généralement, le seuil, on ne le touche quasiment pas. Ça va vous permettre de changer, et on va le voir en zoomant légèrement. Donc, on va changer nos trois sliders, et vous allez voir que le seuil, finalement, c'est pas forcément le curseur que l'on a besoin le plus d'utiliser. Donc, la valeur, on va la changer, ça va accentuer la netteté. Le rayon va nous permettre de choisir le rayon sur lequel on souhaite, si on veut un rayon plus fin ou plus large de netteté. Donc plus vous allez le pousser à droite et plus vous aurez une texture fine qui va ressortir, alors que si vous allez vers la gauche, ça sera moins prononcé. Attention, en le poussant très à droite, ça fera aussi ressortir les imperfections de la peau et une impression de petits points noirs qui est pas forcément agréable pour des portraits. À noter que par défaut, vous avez des valeurs qui sont indiquées. Elles sont généralement correctes et les valeurs qui sont indiquées par défaut correspondent à votre appareil et non pas et sont donc différentes d'appareil en appareil. Si vous utilisez plusieurs appareils, vous aurez à chaque fois les mêmes valeurs indiquées, mais derrière le moteur d'accentuation aura des procédés différents en fonction des appareils. Le rayon, donc, en l'augmentant, on a une texture plus fine qui apparaît, et on a aussi le seuil qui va nous permettre d'ajuster le seuil de netteté que l'on souhaite en fonction du contraste que l'on a sur une zone, enfin en fonction du radius des pixels. Généralement, le 1 est très correct, et il vaut mieux ne pas trop y toucher, ça peut donner des effets un petit peu particuliers. La valeur, c'est, on va dire, la valeur sûre à changer, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter, d'accentuer la netteté. Le rayon va vous permettre de faire ressortir une texture un peu plus fine, et le seuil, donc, à laisser. Enfin, à noter que si vous n'aimez pas la netteté par défaut de Capture One, vous pouvez très bien créer pour vous un pré-réglage en plus et que vous pourrez appliquer par la suite automatiquement. Comme vous le voyez, j'en ai quelques-uns ici qui changent donc simplement l'accentuation sur mon fichier. Enfin, on a la réduction du bruit. Pour la réduction du bruit, je vais prendre cette image-là et on va revenir un petit peu sur les autres petits sliders que l'on a vus dans l'exposition, et ça va vous permettre de voir où l'on a du bruit qui peut ressortir et comment on peut le gérer. Comme on le voit, là on a des zones sombres qui sont un petit peu bouchées. Pour le voir, on peut regarder sur notre histogramme de sortie ici, qui montre qu'à gauche c'est un petit peu bouché. Mais on peut aussi cliquer sur ce petit panneau. En cliquant là-dessus, ça va nous permettre d'activer simplement des signaux qui nous montrent les zones claires et les zones sombres qui sont bouchées ou surexposées. Vous pouvez ajuster ces valeurs-là dans Capture One, et sous Préférences, vous avez donc dans Exposition, comme tout à l'heure, sous Avertissement d'exposition, vous avez une valeur ici, et vous pouvez aussi activer les ombres qui, sauf erreur par défaut, ne le sont pas, et vous pouvez aussi lui donner une valeur. Alors, je vais le remettre par défaut, comme ça on va voir ce que c'est normalement, et on le voit, là on n'a rien qui est surexposé ou légèrement sur l'habit, et on n'a rien qui est affiché comme bouché, parce que finalement l'alarme pour les ombres n'est pas active. On va l'activer, et on va l'ajuster légèrement. Par exemple, si je veux imprimer le fichier et que je veux être sûr que tout puisse sortir, je vais le mettre à 245 et 10, c'est des valeurs que personnellement j'utilise, mais bien entendu vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais refermer, et maintenant je vais réajuster un petit peu mon fichier. Donc je vois que je pourrais pousser légèrement l'exposition, parce que sur le tissu, finalement, si c'est légèrement surexposé, ça ne me dérange pas. C'est des choses qui brillaient, et c'est un petit peu normal que j'ai une petite légère perte de détail. Je vais augmenter légèrement mes ombres pour récupérer du détail sur le fond, parce que comme c'est un fichier qui va être traité dans Photoshop, j'ai envie d'avoir du détail autant que possible sur toute mon image. On le voit quand même qu'il y a des zones qui deviennent très claires, et que par ici on risque d'avoir du bruit parce qu'on récupère pas mal d'informations dans les ombres. Là encore, je vais augmenter légèrement la luminosité pour avoir encore un petit peu plus de détails, et finalement même l'exposition, je pourrais la pousser encore un tout petit peu. Je vais employer les hautes lumières pour récupérer un petit peu de détails sur les habits et sur les bijoux, là où ça paraît légèrement surexposé. Je vais booster très légèrement mon contraste pour avoir quand même une lumière qui soit, enfin, un contraste un peu plus agréable que là où c'est très plat. Et ici, on va le laisser tel quel. On a encore des zones qui sont légèrement bouchées, ça me dérange pas particulièrement, ça aurait été plutôt à corriger à la prise de vue, mais voilà. On va augmenter légèrement la clarté, et on va se rendre maintenant dans l'outil de réduction du bruit. La réduction du bruit, on a 4 sliders. Je vais désactiver ça, et on va zoomer sur le fichier pour voir un petit peu là où on a du bruit, ce que ça donne.
en zoomant sur ces cuisses, parce que je sais que c'est là où on a le plus de bruit qui apparaît, où ça a été débouché, on voit qu'on a effectivement du bruit qui est apparu. Si je remets à 0, c'était complètement bouché, et en débouchant, on voit que finalement il y a du bruit autant en termes de luminosité que en termes de couleur, donc de chrominance. Si jamais pour remettre à 0 le fichier comme je l'ai fait tout à l'heure, sur votre clavier, vous pouvez simplement faire commande ou CTRL R, ça va remettre à 0, et en faisant commande ou CTRL Z, ça va revenir à ce que vous aviez fait tout à l'heure. Évitez par contre, si vous faites commande R, de faire un ajustement et de faire commande Z pour y revenir, ça va pas marcher. Mais par contre, vous pouvez toujours faire commande R, commande Z rapidement pour voir un avant-après de votre image dans son intégralité. La réduction du bruit, donc, vous avez un premier slider qui est le slider de luminance. Le slider de luminance, c'est en fait simplement la réduction du bruit en termes de luminosité. Si vous le poussez, ça va diminuer légèrement le bruit. Et là, on n'a pas passablement, mais on voit que ça l'adoucit un petit peu. Le problème qui peut se trouver, c'est que vous allez avoir une perte de détail. On voit que le contour ici qui est relativement marqué, en augmentant légèrement, il devient un petit peu flou. Alors vous pouvez utiliser le slider de détail pour récupérer un petit peu ce détail-là. Le petit problème qu'il y a, c'est que forcément en rajoutant du détail, on va récupérer un petit peu de bruit. Donc ces deux sliders-là sont un petit peu à utiliser l'un avec l'autre, on va dire de connivence presque, dans le sens où il va falloir jouer un petit peu entre les deux et trouver le réglage parfait pour ce que vous souhaitez. Un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous faites toujours avec les mêmes appareils photo, pour les ISO, par exemple pour 3200 ISO avec un 5D Mark III, pensez de créer un réglage qui va vous permettre de corriger le bruit de manière automatique en n'ayant plus qu'à cliquer sur ces trois petites barres et cliquer sur le réglage à appliquer. Ça vous évitera d'avoir à réajuster manuellement à chaque fois, ça vous donnera un meilleur point de base. Normalement, les réglages qui sont par défaut, là encore, sont pensés par rapport aux appareils photo par rapport à l'appareil photo qui a fait la prise de vue sur laquelle vous travaillez. Néanmoins, ça peut demander quand même des fois des petits ajustements. Donc, créer des pré-réglages, ça peut être une bonne idée pour la réduction du bruit. Donc, en changeant luminance et détail, ça vous permet de changer ce qui est en termes de luminosité et de récupérer un petit peu le détail quand vous le perdez en bougeant luminance. Et couleur, ça va vous permettre de supprimer un petit peu le bruit qui se trouve plus en termes de chrominance. En le poussant à droite, c'est pas forcément flagrant, mais là où ça va être flagrant, c'est si je le tire à gauche. Donc pour le désactiver totalement, on va voir qu'il y a énormément de choses qui réapparaissent. Donc ça, c'est si Capture One ne faisait pas son travail, c'est ce que l'on aurait en ayant fait les ajustements que l'on a fait tout à l'heure dans le panneau d'exposition. Donc vaut mieux éviter de le désactiver, et par défaut on voit que ça fait déjà un bon travail. On a certaines zones ici où on a des petites taches rouges, si ça se trouve vous le voyez même pas avec la compression web, mais en l'augmentant on les perd quasiment. Et enfin, pixel unique, ça va intéresser les gens qui font du paysage. Personnellement, je l'ai jamais employé, mais ça va vous permettre en fait de trouver les points morts ou les points chauds de votre appareil. Donc c'est par exemple utile si vous faites une prise pendant 60 minutes et que vous vous retrouvez avec un pixel chaud à quelque part, une jolie trace blanche ou une jolie trace noire. Capture One va simplement essayer de le rechercher automatiquement et le corriger tout seul. Ça peut s'avérer assez agressif comme processus, donc si vous n'en avez pas besoin, évitez de l'utiliser. Par contre, ça marche assez bien quand vous en avez besoin. Du moins, c'est ce que j'ai pu voir sur des exemples, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas utilisé, mais ça a son utilité. Si vous faites du paysage, de l'architecture, des poses longues, c'est quelque chose de très pratique et qui marchera automatiquement. Si on descend encore un petit peu, on a l'ajout de grains. Alors, ça va à l'inverse un petit peu de ce qu'on vient de faire, mais ça va nous permettre d'ajouter du grain. Si je viens sur une image, par exemple, comme celle-ci, on va de nouveau repartir du départ pour regarder un petit peu les ajustements qu'on pourrait y apporter. Donc la balance des blancs paraît relativement correcte, c'était pris durant la journée, donc une balance jour. Ça va très bien. L'exposition, je vais la diminuer légèrement pour essayer de corriger un petit peu ce halo-là. Et ça, c'est aussi une question qui revient souvent des utilisateurs de Lightroom, c'est comment on fait pour employer l'utilisation, je sais même plus comment ça s'appelle en français, mais dehaze, où on enlève en fait cette espèce d'effet de brume. Alors, une des solutions, c'est l'outil HDR avec haute lumière, où l'on pourra récupérer un petit peu, et l'autre solution, c'est avec l'outil niveau, où on va pouvoir diminuer légèrement ça. Ceci n'est pas forcément un très bon exemple, dans le sens où c'est très local, et en utilisant un ajustement local, ce serait peut-être un petit peu plus malin. Je vais pousser légèrement ma luminosité, je vais augmenter mon contraste un petit peu et diminuer la saturation pour enlever les espèces d'effets rouges qui me viennent de mon flair. On a quelque chose d'un petit peu plus doux, et enfin je vais récupérer quelques infos dans mes ombres pour avoir un peu plus de détails dans les cheveux. Donc les ajustements, comme vous le voyez, ils sont faits relativement vite.
et en quelques clics. Pour revenir sur les niveaux, comme je sais que des fois une seule fois ne suffit pas, donc par rapport au niveau, comme vous le voyez ici, on a un petit espace à gauche et un petit espace à droite que l'on n'a pas ici. C'est important parce que je sais que souvent les gens le mélangent. L'histogramme est vraiment ce que vous verriez en exportant le fichier dans Photoshop. Si vous l'ouvrez et que vous affichez l'histogramme de Photoshop, vous aurez cet histogramme-là qui est celui qui correspond à l'image que vous avez actuellement affichée. Celui-là correspond à celui qui appartient au fichier avec ses ajustements, le fichier RAW. Donc ça veut dire que si vous achetez une courbe, ça va pas forcément changer grand chose, mais ça se verra beaucoup plus sur l'histogramme. Au niveau des courbes, je vais aller dans Luma et je vais juste refermer les panneaux tout à l'heure. Je vais le déplacer ici. Et certains panneaux, comme celui des courbes, vous pouvez l'agrandir pour être un petit peu plus précis et ça peut être très pratique. Et d'ailleurs, vous le verrez la prochaine fois dans les outils d'édition de couleurs, les agrandir, ça peut s'avérer même pas forcément pratique, mais plus que nécessaire pour être le plus précis possible. Je vais rajouter légèrement du contraste et un petit peu pousser mes tons blancs sans forcément les brûler. Pour le remettre dedans, je fais simplement de le glisser et on le récupère ici. Enfin, je vais augmenter légèrement la clarté qui là encore va me permettre de récupérer un petit peu de détails dans la zone où on a du flair. J'aime bien cet effet, mais là il était un petit peu fort et on perdait trop de détails. Et enfin, la clarté, je vais la pousser un petit peu à l'inverse, enfin plutôt le vignettage pour avoir un effet un petit peu plus pâle sur tous les bords de l'image. Si on se rend ici, donc on va maintenant regarder le grain. Le grain, on peut faire plusieurs choses, il y a plusieurs sliders, mais tous restent relativement faciles à utiliser. Donc on a différents types qui nous permettent d'imiter un petit peu ce que l'on pouvait avoir avec de l'argentique. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux en fonction aussi de l'image et du bruit qui est produit par l'appareil photo. Une astuce qui peut s'avérer pratique et que j'utilise personnellement lors des traitements de mes mariages, c'est qu'après avoir fait une réduction du bruit, je vais rajouter du grain pour qu'il y ait un effet un petit peu plus naturel. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais simplement que, du moins de mon expérience, ça permet de récupérer une sorte, ou du moins de donner une sorte de texture à l'image, d'avoir un petit peu plus de détails que l'on perd en changeant l'outil avec l'outil Luminance. Pensez donc d'essayer ça si vous shootez avec des ISO qui sont très élevés, peut-être de rajouter un petit peu de grain, ça peut redonner un petit peu de, entre guillemets, consistance à votre image. Je vais le changer, je vais le mettre en grain tabulaire et le pousser légèrement. Le grain tabulaire me permettra, contrairement au grain fin, de vous montrer la granularité. En zoomant sur mon image, on va voir que en changeant l'impact, on va augmenter la quantité de grain qui est rajoutée. La granularité, elle, va permettre d'ajuster la taille du grain qui est ajouté. Plus on va le pousser à droite, et plus il sera gros, et plus on va le tirer à droite, à gauche, et plus il sera fin. Alors ça peut donner l'impression que c'est un ajustement uniquement de la densité, mais en fait c'est vraiment au niveau de la taille, même si c'est pas forcément, ça dépendra de nouveau du type de grain que l'on va employer, et la réalité c'est que la granularité augmente la taille. Pensez à essayer un petit peu, mais de ne pas trop pousser, parce que comme vous le voyez, si on pousse les deux sliders à fond, c'est pas forcément un effet qui est fantastique. Mais ça peut permettre de donner un effet un petit peu sympa et de donner une petite consistance à notre image si on a l'impression qu'on a par exemple un manque de netteté ou alors que on n'a plus beaucoup de détails à cause d'un ajustement de la luminance au préalable. Enfin, dans les outils basiques aussi, quelque chose qui peut s'avérer très pratique, que je voulais vous montrer la dernière fois, mais que malheureusement on n'avait pas eu le temps, c'est le recadrage. Le recadrage, la rotation et l'inversion, on était passé sous Fur, mais alors vraiment très en vitesse dessus, et ça va vous permettre donc de recadrer votre image de manière très simple, en cliquant simplement sur cet outil-là, et en déplaçant les coins de votre image là où vous souhaitez l'ajuster. Vous avez un format ici qui va vous permettre d'indiquer donc le format de recadrage que vous souhaitez employer. En l'occurrence, j'ai un 3/4 qui est actif, d'où la perte. Donc ce qui est légèrement grisé ou opaque sur le fond, c'est la zone qui sera enlevée au moment de l'export. Si je le garde en 2/3 et que je reglisse mes petites flèches, on va voir que là, on a une perte qui est des deux côtés. Ou alors pas du tout si je la laisse au fond. Vous pouvez indiquer une taille aussi, si vous souhaitez ajuster en fonction d'un format par exemple d'impression qui est précis. Vous pouvez très bien imaginer donner soit en pouces, soit en pixels, soit en millimètres ou alors en centimètres. Et là encore, vous pouvez enregistrer ce paramètre-là si vous souhaitez pouvoir le réutiliser par la suite. Par exemple, j'ai un cinéma 16/9 qui est enregistré ici, que j'avais fait sauf erreur la dernière fois, et qui va me permettre de recadrer en 16/9. Vous pouvez aussi recadrer en dehors de l'image.
Et le recadrage en dehors de l'image va vous permettre une chose en guillemets simple, c'est que si vous envoyez vos photos à un retoucheur ou que vous les retouchez pour un composite par la suite, vous allez pouvoir garder l'intégralité de l'image et recadrer en dehors. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais si par exemple vous faites un panorama et que vous avez besoin d'avoir une largeur d'image qui est la même sur toutes, vous pourriez imaginer de recadrer en dehors et après simplement glisser vos images les unes sur les autres dans Photoshop. La rotation et l'inversion, donc on a un slider d'angle qui va nous permettre de retourner notre image. On a gauche et droite qui nous permettent de flipper l'image sur un côté ou sur l'autre. On peut aussi employer cet outil-là, qui se trouve aussi ici et qui va nous permettre de pivoter l'image. D'ailleurs, dans l'outil de pivot, on a aussi redressé avec soit cet outil qui nous permet de tracer une droite et de retourner l'image en fonction de la droite, ou alors on a l'outil rotation main levée qui va nous permettre d'ajuster un petit peu comme notre curseur ici, de gauche et de droite à la main, de manière très simple. S'il y a certains outils sur lesquels vous souhaitez que je repasse, n'hésitez pas, il nous reste une petite dizaine de minutes. Et si vous avez des questions spécifiques aussi, n'hésitez toujours pas. Et on va essayer de regarder encore une image. Je voulais vous montrer des négatifs. Alors, Yanis me demande de revenir sur la clarté, on va vite repasser dessus. La clarté. Alors, la clarté qui se trouve juste ici, donc on a différents modes. Donc je vais le reprendre depuis le début, ce sera peut-être plus simple. Donc on a trois ajustements possibles pour la clarté. On a le mode, donc le mode naturel, le mode puissant et neutre, ainsi que classique. Classique, si je peux vous donner un conseil, laissez-le de côté, le résultat est un petit peu catastrophique. Donc comme je vous l'ai dit, il est issu du moteur de Capture One 6 qui commence à dater légèrement. Le naturel est censé donner un résultat naturel. Donc si on l'augmente, on va zoomer un petit peu et on va pouvoir voir ce que ça donne. En augmentant légèrement la clarté, on va avoir un rendu un petit peu tridimensionnel, c'est-à-dire que ça va pousser légèrement le contraste sur les tons moyens, mais aussi c'est censé ne pas trop toucher au ton clair ni au ton foncé, ça va uniquement les pousser très légèrement, et pour éviter de brûler certaines zones. Si vous le passez en puissant, ça va être beaucoup plus marqué, et ça va aussi altérer un petit peu la saturation, ça va pousser un petit peu la saturation plus loin. Si vous le passez en neutre, on aura quelque chose d'un petit peu plus léger. Et enfin, le classique, donc comme je vous le disais, c'est l'effet sympa, espèce de halo autour de notre sujet qui est pas forcément très flatteur. Le plus simple, c'est en général de le laisser en naturel, qui donne un effet qui nous permet d'avoir un rendu très tridimensionnel sur nos images sans forcément avoir de halo très marqué autour. Si je le bouge rapidement, vous voyez qu'on a quand même un halo qui apparaît et que certaines textures peuvent paraître bizarres. Par exemple, sur le bras, on voit qu'on a certaines imperfections qui ressortent, qui sont pas forcément très flatteuses. Donc attention à utiliser avec parcimonie, mais ça a son utilité pour avoir un rendu un petit peu plus sympa. Si je zoome sur mon image, on voit quelques imperfections, mais on va surtout pouvoir voir en boostant la structure ce que ça va changer. Donc la structure, en fait, va faire ressortir une texture plus fine sur la peau, à éviter de l'utiliser avant de passer dans Photoshop pour des portraits, par exemple. Ce sera très utile en architecture pour booster le détail et éviter justement de le faire dans Photoshop. Par contre, en portrait, on va essayer d'éviter de l'employer, dans le sens où là, si vous voyez que je le pousse au maximum, on a même un petit duvet qui ressort alors qu'il était invisible à l'œil nu en vrai. La clarté donc à utiliser si vous n'avez pas trop de retouches à faire après, et surtout avec parcimonie. Par rapport à ça d'ailleurs, je vous parle d'un export dans Photoshop pour faire de la retouche de peau. Si vous souhaitez exporter et éviter d'avoir l'accentuation qui devait faire ressortir de la texture, pensez dans les paramètres de traitement, vous avez une petite coche sous réglage qui vous permet de désactiver l'accentuation et qui vous permet d'ailleurs aussi de désactiver le recadrage. Pensez de le cocher si vous devez faire de la retouche et que vous voulez vraiment éviter d'avoir trop de choses à retoucher, parce que ça va vous permettre d'éviter d'avoir la peau qui est déjà avec un ajout de netteté, on va dire. C'est quelque chose qui peut être intéressant à enlever, sauf si vous faites des exports en JPEG et que vous souhaitez garder l'effet similaire à ce que vous voyez à l'écran dans Capture One. Alors, l'outil moiré, très bonne question, Christian, on va venir, sauf erreur, sur cette image-là, on doit en avoir très légèrement. Comme il n'y avait pas de filtre passe-haut, sauf erreur, on doit en avoir. Alors, je ne sais pas s'il est visible avec la compression, mais sur mon écran, on le voit assez nettement sur cette zone-là, et aussi sur cette partie-là.
Avec l'outil moiré qui se trouve donc ici en dessous du grain, on va pouvoir enlever le moiré très facilement. À noter aussi que dans Photoshop, avec simplement un calque de saturation, vous pourriez l'enlever, mais si on peut le faire ici, c'est encore mieux. En le poussant légèrement, on voit que le vert et le rouge avec quelques traces bleues qui traînent ici vont gentiment s'enlever. Alors, pour répondre à ta question, Karim, le moiré, c'est un effet que l'on retrouve avec certaines textures très fines, et c'est de plus en plus visible avec certains capteurs qui n'ont plus de filtre passe-haut, comme passe-haut, passe-bas, maintenant j'ai un doute, comme le D810 ou le 5DSR, pas le 5DS, le 5DS il a gardé le filtre, le 5DSR, où l'on a en fait des espèces d'effets de saturation un petit peu bizarres, comme on le voit ici, je sais pas si on le voit en zoomant encore plus, mais on a ces effets un petit peu de couleur rouge, magenta et verte avec du bleu ici, qui sont très bizarres et pas forcément agréables, surtout lorsqu'on fait des impressions. Si on sort les photos pour du web en petit, ça va pas forcément se voir, mais en grand, c'est vraiment pas très flatteur. Et on voit donc qu'en poussant légèrement la valeur, on arrive à désactiver. À éviter d'ailleurs de pousser trop haut, le mieux c'est d'essayer d'y aller lentement et de trouver la juste valeur où on a une diminution de moiré qui nous paraît suffisante par rapport à la taille d'impression que l'on souhaite faire. Le problème c'est que si on le pousse trop, on pourrait voir dans certaines autres zones de l'image des petits soucis de saturation, surtout de désaturation, parce qu'en fait la correction de moiré, ce qu'elle va surtout faire, c'est faire des ajustements sur des zones qui ont été sursaturées à cause de cet effet. À noter que vous pouvez aussi trafiquer avec le motif. Personnellement, j'y ai jamais touché. C'est très rare qu'on ait besoin de toucher. Le réglage par défaut fonctionne très bien, comme il est de nouveau pensé par rapport au capteur utilisé. Normalement, on ne devrait pas y avoir besoin d'y toucher. Pendant qu'on y est, il y a aussi l'outil suppression spot qui se trouve juste en dessous. Si vous deviez avoir de la poussière sur votre capteur, j'ai malheureusement pas d'image ici où j'ai une trace sur mon capteur, mais si vous avez oublié de le nettoyer, vous pouvez tout à fait utiliser le petit outil poussière et tâches. En cliquant sur le petit O, vous allez par exemple, si on a la vis ici au fond que l'on souhaite enlever, on pourrait simplement cliquer dessus. Et ça devrait l'enlever soit en poussière, soit en tâche. Soit l'un, soit l'autre, en fonction de ce que c'est. Donc relativement pratique si par exemple vous faites du mariage et que vous avez des photos de groupe avec une très grande profondeur de champ et que vous vous retrouvez avec une tâche sur votre objectif, vous pouvez l'appliquer après en faisant simplement un copie-colle sur toutes vos images et ça va corriger automatiquement sur toutes vos images. On va revenir enfin sur celle-ci que je voulais vous montrer juste avant qu'on arrive au bout. Il nous reste 6 minutes. Petite astuce par rapport au niveau et par rapport au négatif. Ça peut arriver des fois d'avoir des négatifs à traiter dans Capture One. C'est tout à fait possible de le faire. D'ailleurs, c'est aussi pensé pour la reproduction d'art. Et on a vu les niveaux tout à l'heure. Alors un moyen de pousser les niveaux un petit peu plus loin avec les négatifs, c'est de faire une inversion, donc en poussant le niveau du point noir à droite et le point blanc à gauche. En les inversant au maximum, on arrive à avoir un positif. On peut faire exactement pareil avec la courbe. C'est mieux, enfin du moins personnellement je le trouve mieux de le faire avec les niveaux, dans le sens où on nous laissera la liberté d'ajuster après avec les courbes nos contrastes et nos couleurs. Et en le poussant, on va pouvoir simplement inverser et travailler notre négatif. Si vous le faites, faites attention à une seule chose, c'est que certains sliders se retrouveront pour la peine inversés aussi. C'est-à-dire que si je pousse mon exposition à droite, on la fonce, et si on la pousse à gauche, on va l'éclaircir légèrement. Il y a quelques sliders comme ça qui sont inversés, mais ça peut s'avérer pratique si vous avez des scans de négatifs à traiter. Vous pouvez tout à fait les faire là-dedans et créer après simplement des réglages pour les appliquer à la suite et traiter vos négatifs de manière aussi simple que vos images. Alors, Gilles, les webinaires seront disponibles. Donc, les prochains webinaires à venir, normalement, vous devriez avoir un PDF dans le panneau qui se trouve au même endroit que vous pouvez poser vos questions, ou alors sur le site de Phase One, vous pouvez retrouver les prochains webinaires à venir. Le prochain, sauf erreur de ma part, sera le 30 juin et sera uniquement dédié à la gestion des couleurs. On verra donc certains outils un petit peu plus avancés qui vont nous permettre de faire des traitements plus pratiques, on va dire, que les niveaux et les courbes qui restent très élémentaires.
Et ils seront aussi disponibles, donc ceux qui ont déjà été faits, sauf il y en a un qui a déjà été fait, il y en avait deux en début d'année aussi, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Phase One. Il y a une playlist qui s'appelle Webinaire, ou peut-être en anglais Webinars, et vous pourrez simplement les retrouver dans d'autres langues aussi, si vous préférez une autre langue. Alors, Karim, oui, il y a déjà eu un webinaire avec l'import. L'import, on en a parlé la dernière fois justement. On avait passé brièvement sur la possibilité d'importer des catalogues depuis Lightroom ou d'autres logiciels. Ça se trouve en fait simplement ici. Donc, importer le catalogue. On le voit qu'on peut importer une bibliothèque depuis Aperture ou alors un catalogue Lightroom. Par contre, comme je l'ai précisé la dernière fois, le seul petit hic qu'il peut y avoir, c'est que certains réglages ne seront pas forcément repris, dans le sens où les réglages sont dépendants du logiciel. D'ailleurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le contraste change déjà entre Capture One 8 et Capture One 9. La version 8 proposait de booster la saturation, alors que la 9 plus du tout. Et donc c'est un petit peu logique et peut-être problématique aussi, mais c'est un petit peu compliqué de faire autrement. Donc les logiciels tierces, on peut importer leur catalogue, mais les réglages ne sont pas forcément repris. Par contre, les métadonnées et les notations, normalement, devraient être reprises avec sans trop de problèmes. Pour l'import depuis Photomécanique, vous pouvez tout à fait importer depuis Photomécanique, donc c'est pas un problème. Les notes seront reprises. Si vous mettez les notes et les métadonnées dans les petits fichiers XMP liés, pensez à les activer sauf erreur sous, maintenant j'ai un doute général, il doit se retrouver dans Images. Dans Images, vous pouvez activer la synchronisation complète des métadonnées. Et si vous utilisez les fichiers XMP liés, pensez à cocher celle qui correspond à votre utilisation. Mais vous pouvez utiliser Photomécanique sans autre. Je l'emploie pour les mariages et je fais mes traitements dans Capture One 9. Jamais aucun problème avec. Les métadonnées suivent très bien. Peut-être encore une dernière question, s'il devait y en avoir une. Après, ça va gentiment être l'heure de se quitter. Pour les niveaux, je vois qu'il y a deux questions par rapport au niveau. Je vous propose peut-être de revenir sur ce webinaire quand il sera disponible sur la chaîne YouTube. Si jamais il devait encore y avoir des questions, n'hésitez pas à contacter le support Phase One directement. La courbe Luma se retrouve sur toutes les versions de Do Phase One. Pour répondre à ta question, Rémi, la courbe Luma, en fait, elle est même pas forcément dépendante des prises de vue avec un Phase One ou non. J'ai un doute maintenant, j'avais travaillé avec le IQ 250, je ne suis pas sûr qu'elle s'affiche sur le dos. Par contre, elle peut être employée, peu importe la marque du boîtier avec laquelle tu travailles. C'est-à-dire que là on a un fichier Canon et on voit qu'on a la courbe Luma. Ici on a un fichier qui a été fait avec un Nikon, on a aussi une courbe Luma et donc c'est absolument pas un problème. C'est là O1DX, un D810 et là on a un 5DSR et on a pour tous la petite courbe Luma qui est utilisable et qui fonctionnera exactement de la même manière. Donc qui utilisera en fait une courbe en mode luminosité. Pour prendre un exemple qui serait peut-être compréhensible pour les gens qui utilisent Photoshop, la courbe Luma correspondrait en fait à une courbe avec un mode de fusion qui serait passé en mode luminosité. C'est-à-dire qu'on toucherait plus du tout la teinte ni la saturation, on toucherait uniquement la partie luminosité de notre image. Alors si tu ne les retrouves pas sur les fichiers des P45, essaye peut-être de contacter directement le support Phase One. J'ai malheureusement pas eu la chance de travailler avec un P45, donc je ne saurais pas te renseigner par rapport à ça, je suis désolé. Voilà, donc on arrive au bout de nos 60 minutes. N'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire qui sera donc le 30 juin et qui sera dédié à la gestion des couleurs. Si vous deviez avoir d'ailleurs des questions pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à envoyer des mails à Phase One directement et ainsi on pourra vous préparer quelque chose qui vous convient parfaitement. En attendant, je vous propose de passer une bonne soirée et à bientôt.